Ça fonctionne? Bonjour. Bonjour. Alors, je vais juste m'excuser une seconde, je vais vous prendre en photo. C'est pour envoyer à ceux qui sont à Lyon, Brest et compagnie. Smile. La photo sera tweetée avec le handler FR Jobs, donc n'hésitez pas à retweeter, à me suivre. FD Jobs, pardon. Donc, déjà, bonjour Jonathan. Bonjour Daniel. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement devant cette assemblée? Voilà, donc je suis Jonathan Azoulay, je dirige un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du digital qui s'appelle Urban Linker, qui fonctionne à Paris depuis 2009 et maintenant en région depuis 1 an et notamment principalement sur Lyon, Marseille et Lille. Et je suis aussi ambassadeur pour une appli mobile qui s'appelle Job Around Me et qui fait de la géolocalisation mobile d'emploi. Et toi Daniel, peux-tu te présenter? Bien sûr, bonjour Jonathan, je m'appelle Daniel Gerjoura, je suis le fondateur et directeur de Startup 42, qui est un accélérateur de startups technologiques sponsorisé par l'EPITA. On est situé sur le campus de l'EPITA et également sponsorisé par d'autres sociétés. Je suis également assez impliqué dans pas mal de projets d'innovation sur le campus. On va commencer avec la première question, Jonathan. Il y a une étude CAPA qui est sortie qui avance que pour 3500 d'offres d'emploi de développeurs web, uniquement 5 réponses sont reçues. Cela impacte bien évidemment toute la chaîne de l'emploi. Que penses-tu de cet impact sur les formations ? Alors, effectivement, nous au quotidien, enfin moi au quotidien depuis 5 ans, je vois bien qu'il y a une vraie hypertension du marché de l'emploi en général dans le digital. Sans reprendre les chiffres qui ont été dits juste avant, il y a eu ce qu'on appelle une hypercroissance avec un grand nombre d'emplois qui sont créés et on constate 2 points qui sont importants et sur lesquels la France doit s'adapter. Le premier point, c'est la création de nouveaux métiers. Donc, juste avant, on a parlé des métiers de la data et ça, de manière générale, dans le digital, il y a beaucoup de métiers qui se sont créés sur ces dernières années, notamment aussi les métiers relatifs au product management, à l'UX design, à l'architecture de l'information. Donc, un grand nombre de métiers, ne serait-ce que sur ces 2 dernières années, qui sont créés et ça demande à toutes les formations de s'adapter et de proposer quelque chose qui soit cohérent pour pouvoir former des personnes à ces nouveaux métiers. Donc ça demande une hyper-réactivité de ces formations. Aujourd'hui, les seules formations qui ont réussi à faire cette adaptation sont principalement des formations de type privé, des écoles du web que vous avez sûrement tous entendu parler. Et le deuxième point d'impact qu'on a ressenti au niveau de la formation, c'est principalement de la formation de type... ça concerne particulièrement la technique et les développeurs, mais disons que je ne vais pas prendre de parti là-dessus, mais maintenant on est bien sûr qu'il y a 2 modèles de formation pour former les développeurs. Un modèle de formation sur lequel on va privilégier la polyvalence et généralement des formations à plus haut niveau de plusieurs années. On va apprendre aux développeurs à être adaptables, on va leur apprendre plus la notion matheuse, la notion algorithmique du terme. Donc c'est des formations plus orientées sur l'université, sur les écoles d'ingénieurs. Et puis de l'autre côté, pour pouvoir répondre à ce besoin, parce qu'il y a beaucoup de demandes de développeurs, on va faire des formations beaucoup plus courtes, beaucoup plus directes, orientées sur le produit, à l'instar de la Silicon Valley qui propose des formations qui explosent aujourd'hui de type... comment ça s'appelle, Dev Bootcamp, qui propose d'apprendre Ruby en 9 semaines. Donc c'est vraiment quelque chose de très innovant et de très différent que les formations telles qu'on les connaît de 5 ans en école d'ingénieur. Donc voilà un petit peu les 2 points qu'on a ressentis au quotidien sur l'impact que ça peut avoir sur la formation. Et toi Daniel, qu'est-ce que tu en penses, étant donné que tu es proche d'EPITA Epitech ? Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans la guerre Ruby ou pas Ruby, parce que je ne suis pas sûr que former en 9 semaines des gens sur du Ruby soit super pertinent. Mais mon ressenti de point de vue du campus EPITA Epitech, c'est que clairement, les étudiants, les jeunes diplômés en informatique ne sont pas du tout à plaindre sur le marché de l'emploi. 97% des étudiants de l'EPITA trouvent du travail avant la fin de leurs études. On a plus de 5000 offres d'emploi pour 250 étudiants. Donc le problème ne se situe absolument pas là. Là où on voit un problème, c'est plutôt dans le recrutement de jeunes lycéens qui veulent faire des études d'informatique.
on remarque qu'il y a de moins en moins de lycéens qui sont passionnés par des études dans le numérique. Et je pense que s'il y a des initiatives à avoir dans ce domaine-là, c'est plutôt dans les collèges et dans les lycées, d'avoir une sorte de 100 000 entrepreneurs, mais pour le numérique, où on irait dans ces établissements pour promouvoir un petit peu ces métiers. Sur le deuxième point que tu avais, Jonathan, évoqué, sur les nouveaux métiers, les écoles d'ingénieurs et les écoles d'informatique proposent plusieurs types de formations, des formations plus théoriques. Avec Startup 42, on essaie d'apporter une réponse plus pratique, pragmatique à ces nouveaux métiers, en accompagnant des projets entrepreneuriaux portés et coportés par des ingénieurs, des développeurs, des experts techniques, et en les amenant vers le côté obscur de la force, c'est-à-dire le business, le marketing. On leur permet d'avoir un petit peu des deux côtés, le côté technique et le côté business, et dans le cas où leur startup ne fonctionne pas, ils pourront ensuite prétendre à des postes beaucoup plus ouverts, comme par exemple Product Manager dans le futur. Le fait qu'il y a une pénurie dans les offres d'emploi en termes de développeurs est acté. Comment, d'après toi, Jonathan, les startups qui sont souvent tes clients arrivent à se démarquer pour recruter les meilleurs profils? Alors, ça, c'est une question que je traite au quotidien depuis 5 ans. J'ai vu maintenant, je peux dire, des centaines d'entrepreneurs et dirigeants de start-up avoir le souci de comment je vais recruter mon premier développeur ou comment même je vais recruter mon 50e développeur. Comment faire en sorte de pouvoir combler cette tension du marché. Et il y a 4 points avec cette expérience-là qu'on a pu ressortir, que j'ai pu ressortir et qui me semblent vraiment importants. Donc pour ceux qui, je parle vraiment principalement pour ceux qui dirigent des startups en croissance. Le premier point, c'est de comprendre le marché de l'emploi dans le digital aujourd'hui et de comprendre les nouveaux outils qui permettent d'avoir accès au marché. Donc, savoir définir un poste avec les attentes du marché, savoir aller rechercher un profil, utiliser les réseaux sociaux professionnels qui sont les nouvelles méthodes pour pouvoir et qui peuvent vous permettre d'affiner vos recherches et d'être de plus en plus précis dans votre chasse de profil. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment important à comprendre. Le second, c'est créer une marque employeur autour d'un projet. Il faut savoir que aujourd'hui, dans une époque où les personnes choisissent leur entreprise comme ils choisiraient une marque, c'est d'où le concept même de la marque employeur. Et des devs, ils recherchent pas un projet juste parce qu'il est cool. Ils recherchent un projet pour sa complexité technique, pour son challenge, pour l'ambition qu'a le projet, pour la manière dont ils vont être insérés dans ce projet. Donc il y a beaucoup de points qui sont à cultiver, à mettre en valeur au sein de chaque projet pour rendre votre projet attractif au niveau RH. Le troisième point, c'est de créer des processus d'embauche qui soient professionnalisés, des processus d'embauche qui soient clairs, qui correspondent à chacun des postes que vous allez rechercher. Bien évidemment, vous n'allez pas effectuer le même processus d'embauche pour un stagiaire que vous allez effectuer pour un directeur général adjoint ou pour un CTO. Donc ça ne va pas être la même chose. Et le dernier point, c'est créer un lien directement avec les campus, avec les formations pour pouvoir comprendre comment on intègre des jeunes profils techniques. Et justement, Daniel, je reviens sur cette question. Qu'en penses-tu, étant donné que tu vois au quotidien le campus, est-ce que tu vois des startups prendre en considération ce point-là, quoi? Clairement, pas assez. Même vraiment pas assez, il faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, les entreprises les plus présentes sur les campus des écoles d'ingénieurs et des écoles d'informatique en général, ce sont nos amis, les sociétés de conseil et les SS2I. Alors, je crois qu'il ne faut plus dire SS2I, elles ont changé de nom entre-temps, mais il faut dire qu'elles font un travail remarquable pour être, 1, très présentes dans les forums de recrutement, 2, très présentes en termes d'enseignement. Beaucoup de consultants sont également enseignants dans ces écoles, et clairement, les startups qui déjà peuvent de temps en temps, mais pas tout le temps, concurrencer sur le salaire, sont pas du tout assez présentes sur les campus. C'est pour cela que dans le cadre de Startup 42, on essaye au plus possible d'offrir une deuxième voie
aux startups du numérique sur les campus. Alors bien entendu, on ne va pas offrir de recettes miracles. Le constat est le même, il n'y a pas assez de profils. Mais en s'associant avec une structure comme la nôtre, on a permis à des startups qui n'étaient pas, voire peu connues des jeunes étudiants, d'être beaucoup plus visibles. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est avant même d'arriver après avoir convaincu des jeunes diplômés et des étudiants d'être intéressés par le monde des startups, la question qui ressort en premier, c'est d'accord, super les startups, mais laquelle ? Avec ce foisonnement d'offres qu'ils reçoivent. Je ne parle même pas du forum de recrutement de l'école, hein, je parle de toutes ces offres qui sont dans la plupart des sites d'emploi. Les jeunes diplômés n'ont pas envie de faire beaucoup plus d'efforts que ça pour trouver la start-up de leur rêve, sachant que la start-up de leur rêve, en général, c'est celle où il y a un maître samouraï en JavaScript qui va leur permettre d'augmenter leur niveau et pas forcément une société où ils auront forcément une ambition carriériste. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire à notre niveau sur le terrain, et ce qui amène une dernière question pour toi, Jonathan, qui est, vu qu'on a beaucoup de difficultés à recruter aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a des opportunités à aller chercher des profils à l'international ? Alors effectivement, c'est un sujet qui devient de plus important, le sujet de l'international, sur ces dernières années, pour deux raisons. La première, c'est que oui, on ressent très fortement une capacité de tout cadre, et particulièrement, enfin nous on le voit vraiment spécifiquement pour les développeurs, de capacité à être mobile internationalement en Europe. Et donc, moi j'ai ouvert récemment une filiale à Berlin, et j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un vrai échange dans le réseau entre ces capitales européennes. Il y a 3 grosses capitales européennes du digital aujourd'hui, Berlin, Londres et Paris, et il y a ce vrai potentiel de mobilité qui a exploité et qui est de plus en plus simple à exploiter pour n'importe qui, soit évidemment en passant par un conseil, soit sinon en utilisant les méthodes sociales. Et en utilisant ces méthodes, vous avez accès directement à un réseau qui est énorme et qui est souvent international. Donc ce point-là, il est clairement au centre de la discussion de plus en plus, car il y a cette tension des profils qui peut être comblée par l'international. Le deuxième point à prendre en compte, c'est la notion... il y a... Londres et Berlin ont été chercher beaucoup aussi des profils en Europe de l'Est, notamment en République tchèque, en Roumanie, en Pologne, etc. et arrivent à rendre leur écosystème hyper accueillant. Et c'est une difficulté aujourd'hui qu'on ressent en France, et c'est en ça le point, pour moi, principal pour lequel la France doit se préparer, c'est rendre son écosystème parisien accueillant. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait venir quelqu'un de l'étranger, généralement, il y a très souvent un problème de langage, puisqu'on n'a pas la chance d'avoir des entreprises qui sont complètement internationalisées. Je parle au niveau social, je parle au niveau interne, au niveau environnemental. Et le deuxième point, c'est aussi un problème d'accueil d'ordre général, administratif. Je ne sais pas si beaucoup ici ont essayé de faire venir des profils de l'étranger pour les faire venir vivre en France. Moi, je l'ai fait récemment pour 2 profils. Je peux vous dire que ça a été des dizaines d'heures de travail à réussir à ne serait-ce que leur faire ouvrir un compte en banque, ou leur faire ouvrir leur EDF, ou les aider à trouver un logement, etc., etc., etc. Et du coup, je pense que cet axe de travail, et je finirai là-dessus, en tout cas sur le point international, est vraiment prépondérant pour que l'écosystème parisien puisse se développer. Daniel, toi de ton côté, qu'en penses-tu au niveau de l'international ? Alors, je partage complètement ton point de vue. Je trouve qu'on parle trop français en France, mais je ne suis pas sûr que j'ai le droit vraiment de dire ça. Ce que je remarque à chaque fois que je voyage, notamment voir mes amis qui ont des startups à Londres, c'est la diversité des cultures, la diversité des langues. Bien entendu, tout le monde se parle en anglais, mais on entend de l'espagnol, on entend du polonais, on entend de l'italien, on entend beaucoup de français aussi. Et clairement, je pense qu'on y gagnerait beaucoup à réussir à accueillir de plus en plus de startups et de profils
profils d'autres pays de l'Union européenne, pas besoin d'aller très loin, en France. Moi, l'exemple que je prends régulièrement, c'est l'exemple de Spotify, le Deezer suédois. Lorsque les gens de Spotify ont créé leur start-up à Stockholm, ils se sont rendus compte que Stockholm n'était pas forcément la meilleure ville pour développer leur société. Ils ont fait un petit tour d'Europe, de villes dans laquelle ils auraient pu fonder leur start-up et la développer. Ils sont allés à Londres, ils sont allés à Berlin, ils ne sont pas allés à Paris, et ils ont finalement trouvé que Berlin était la bonne base pour développer leur start-up. Il s'avère que leur premier investisseur, ils l'ont trouvé à Le Web, à Paris, mais ils ont quand même développé leur start-up à Berlin et ils se sont servis de Berlin comme tremplin pour devenir une société complètement internationale. Ils sont aujourd'hui aux États-Unis. Moi, j'aurais voulu que Spotify et d'autres startups s'installent à Paris afin de donner une vraie dimension européenne et internationale à nos profils ici en France. Et de fait de cette internationalisation, on arriverait à également récupérer des profils plutôt techniques de ces pays qui regorgent vraiment de talent. Alors, que peut-on conclure de tout ça, Daniel ? Alors, deux points selon moi. Le premier, déjà sur la formation. Il y a 2 points qui sont très importants. Le premier point qui est le fait pour les formations d'intégrer les nouveaux métiers qui arrivent, que ce soit des métiers plus techniques comme les métiers de la data ou des métiers plus business, et d'arriver à apporter des réponses, quelles que soient les réponses à ces nouveaux métiers. Un deuxième point sur les formations, c'est d'arriver à être beaucoup plus présente dans les collèges et dans les lycées, de rendre encore plus sexy le numérique, donc de se débarrasser complètement de l'informaticien boutonu à lunettes qui passe son temps devant son écran, mais de rendre encore plus sexy que nous on le voit le numérique, afin d'attirer de plus en plus de profils. Ouais, et j'ajouterais effectivement à ces 2 points le point de la mobilité internationale qui devient un sujet vraiment de plus en plus central et j'invite à tout le monde à exploiter au maximum. Et bien entendu, si on doit donner un dernier point sur lequel la France doit se préparer et s'adapter à cette transformation digitale, c'est bien évidemment le fait de pouvoir rendre Paris un écosystème le plus attractif possible pour les étrangers. Absolument. Moi, je rêve d'un Erasmus des startups où on passe d'une ville à l'autre pour accélérer son développement. Un deuxième point sur les startups qui, je pense, doit être beaucoup plus présente sur les campus informatiques afin de renforcer leur marque employeur et d'attirer de plus en plus de profils, surtout les meilleurs profils. Et aurais-tu un autre point à ajouter ? Non. Super. Voilà. Bah, merci Jonathan. Je ne sais pas si on a des questions de Twitter Daniel. et autres réseaux sociaux. Allô ? Ouais. Il y a des questions dans la salle ou pas? Non? Oui? Vous cherchez tous des développeurs? Pas du tout, personne? Vas-y, Mathieu. J'en vends pas cher. J'ai une question qui vient de Dimitri Page, qui demande qu'en est-il du manque de flexibilité du droit du travail français par rapport aux besoins de pivot rapide d'une start-up. Je sais pas si c'est une question là-dessus. Il dit allons tous à Berlin. Je peux commencer. Le manque de flexibilité du droit du travail français, je le constate comme tout le monde. Malheureusement, moi, j'ai pas de pouvoir pour le changer. J'aurais bien voulu le déchirer en deux et prendre une des deux parties. Mais ce qu'on essaye de faire, en tout cas à notre niveau, c'est d'avoir de l'action là où on peut. Et d'avoir l'action là où on peut, c'est de renforcer l'attractivité des startups sur les campus, de leur donner une tribune et d'essayer d'avoir de plus en plus de jeunes qui soient intéressés par le numérique. Et après, on fait confiance à nos politiques pour accélérer sur ça. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec Daniel. Simplement, effectivement, on sait que les Américains nous voient comme des gens complètement fous avec nos projets en France uniquement parce qu'on peut pas ce qu'on appelle hiring and firing fast, donc virer rapidement pour s'adapter aux besoins de la croissance et de la décroissance des différents projets, s'adapter à un pivot, s'adapter à une explosion d'un projet. Et oui, on le sait, c'est un problème sur des projets innovants tels que ceux des startups. Maintenant, bon, enfin, c'est pas pour ça qu'on va stopper nos projets. C'est pas quelque chose qui va nous bloquer. On va faire avec et voir les choses évoluer de la manière dont elles doivent évoluer. Et en tout cas, utiliser nos propres arguments pour pouvoir répondre au sujet du travail. D'autres questions, Daniel? Mathieu?
Dans la salle, est-ce qu'il y a une question? Je vais passer. Ouais. On a une là-bas. Est-ce que vous voulez un micro pour la question? Oui, voilà. Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a grosso modo 1 pour 1000 de personnes qui seraient disponibles sur donc l'embauche. C'est certainement vrai qu'il y a des problèmes sur le droit du travail, mais ne pensez-vous pas que c'est surtout un problème de formation? Sur l'EPITA, vous dites que vous êtes 250, donc si vous êtes étudiant, pourquoi pas 500, pourquoi pas 1000, et quoi mettre en œuvre sur un niveau plus global de la formation en France ou de l'éducation nationale pour effectivement sortir plus de gens qui seraient aptes à répondre à ces offres d'emploi. Vous dites 5 sur donc 3500, c'est là le principal problème. Il y a une carence en France, mais c'est vrai aussi sur les autres pays. C'est des métiers nouveaux, c'est une ère nouvelle, et il y a un décalage trop important entre les nouveaux besoins, bien sûr, du marché et la formation. C'est ça, à mon avis, le problème qui me semble le plus évident, quoi. Alors, pour répondre brièvement à cette question, puisque je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, effectivement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a aussi un problème de recrutement dans les lycées. C'est qu'on peut augmenter la taille des salles, mais si on n'a pas assez de gens pour mettre dedans, ce sera compliqué. Sinon, en fonction il n'y a pas juste des informaticiens, des développeurs, des programmeurs. Il y a plein de types de profils différents pour plusieurs types de postes différents. C'est pour ça que à l'EPITA, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de développer des types de formations adaptées avec l'EPITech, des formations plus techniques, qui a des promotions beaucoup plus grandes que celles de l'EPITA, avec Super Internet, qui est une école de formation au métier du web en 3 ans, qui a été ouverte il y a 2 ans maintenant, et avec d'autres formations en alternance, en apprentissage, qui essaient de répondre à ces problématiques en essayant de trouver les meilleurs profils pour les meilleures problématiques. Mais le nerf de la guerre, c'est d'aller chercher les jeunes là où ils sont, c'est-à-dire dans les collèges et dans les lycées. Merci pour la question. On peut en prendre une rapidement, une dernière? Ouais. Oui, bonjour. Vous parlez de difficultés de recrutement, effectivement, mais comment vous expliquez que parallèlement, nous avons actuellement, d'après les statistiques publiques reprises par le cabinet BIC et le Syntec numérique notamment, à peu près entre 7 et 8% de taux de chômage dans le secteur informatique, un nombre de demandeurs d'emploi qui était au plus haut depuis 2005, qui a doublé depuis 2008. Je pourrais continuer avec ce type de chiffres. On a quand même un certain paradoxe sur le marché de l'emploi informatique, non ? Alors, juste, effectivement, j'avais déjà entendu ces chiffres. Il y a 2 points. Le premier sur lequel je répondrai, c'est le point que j'ai utilisé tout à l'heure quand on a parlé des formations. C'est simplement le fait que le digital apporte notamment de nouveaux métiers et que si on n'arrive pas à adapter les formations et à proposer des formations spécifiques à ces nouveaux métiers, eh ben, on aura du mal à les combler à part en faisant venir des gens de l'étranger. Ça, c'est le premier point. Et le second, sur les profils très techniques, il faut savoir que l'innovation, ça va vite, les langages, ça tourne vite. Et à partir du moment où vous avez des profils qui ne décident pas de rester totalement en veille sur les nouvelles technologies, sur les innovations, sur les nouveaux langages, eh ben, il y a un pourcentage que vous avez cité de profils qui vont cultiver la même technologie et qui vont être face après au stop de cette demande. On a vu par exemple ces dernières années, moi je fais une étude des salaires tous les ans sur les profils techniques du digital que vous pouvez trouver sur notre blog. Et en fait, il y a par exemple eu une chute de la demande sur les profils Flash, par exemple. Voilà, c'était dans les années 2000 une explosion et maintenant, nous au sein du cabinet Urban Linker, on n'a pas eu une demande Flash depuis peut-être 1 an et demi. Donc, il y a des gens au sein de cette communauté qui ont réussi
à suivre, à faire de la veille, à suivre les innovations et à changer, à modifier leurs compétences, à la faire évoluer, et d'autres qui effectivement n'ont pas pris la peine et le temps de le faire et se sont retrouvés dans une situation plus délicate. Je ne sais pas si tu penses à la même chose, mais... Je pense la même chose. Et pour finir avec ça, sur les chômeurs, il y a bien entendu de l'accompagnement à faire sur l'apprentissage de nouveaux langages. Et surtout, je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité à faire sur le fait d'avoir des développeurs très expérimentés. Aujourd'hui, le développeur, il est majoritairement jeune et ensuite, c'est beaucoup plus classe de devenir chef de projet. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à faire sur mettre en avant les gens qui restent développeurs toute leur carrière parce que c'est très bien. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à tous. Je vous redonne le micro. Merci.